Donc, bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy. Donc, aujourd'hui, pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de pouvoir rencontrer et discuter avec Stéphanie Miss Harvey. Dans le fond, Stéphanie, qui est une ancienne joueuse professionnelle de jeux vidéo, également ambassadrice de cybercitoyenneté et qui est maintenant directrice de développement e-sport pour CLG. Donc, oui. Donc, on voit, juste dans le titre, on voit que vraiment, tu as beaucoup d'expérience dans le domaine du jeu vidéo. Puis également, bon, pour tous ceux qui te connaissent, on voit que tu t'impliques, tu t'es toujours impliqué vraiment dans le rôle de la femme et la représentation des femmes dans le domaine du jeu vidéo. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi sur cette thématique. Donc, bonjour, enchantée. Salut, ça me fait plaisir d'être ici. Merci. Peut-être pour commencer, justement, pour ceux qui te connaissent un peu moins, est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton cheminement académique, professionnel, mais également ton profil de joueuse qui t'a amené à t'engager, t'impliquer dans le domaine des jeux vidéo? Oui, moi j'ai un bac en architecture puis un DSS en conception de jeux vidéo. J'ai fait mon bac à l'international, donc Université Laval, après ça ENSAS en France, à Saint-Étienne, une école d'architecture. Ensuite, j'ai terminé le tout à l'Université de Montréal. J'ai fait un petit peu à gauche et à droite parce que mon domaine était très spécialisé, là, je dirais. Et puis, je suis rentrée chez Ubisoft en tant que conceptrice de jeux vidéo en 2009. Donc, j'ai resté là 7 ans parce qu'en début 2016, là, genre décembre 2015, je suis partie en sabbatique et je ne suis jamais revenue. Je suis un peu comme ça là durant ma vie. J'ai souvent la raison pourquoi j'ai été dans 3 universités différentes, c'est que c'est la vie m'amène un peu là. On pouvait s'inscrire pour étudier à l'international. Je me suis inscrite, j'ai été acceptée, bam, je suis partie. Je serais probablement jamais revenue si j'avais pas eu un billet aller-retour déjà d'acheter. Je suis revenue. Puis la journée de mon atterrissage, je suis rentrée en DSS à l'Université de Montréal. Puis, tu sais, j'habitais à l'hôtel, là. Bon. Fait qu'on voit Oui. on voit la vie, là. C'est un peu comme ça. Quand je suis partie en sabbatique, je suis allée vivre à LA pour ma sabbatique. Je suis jamais revenue. Tu sais, bon. Je suis revenue voir mes parents un été au Québec. Puis je suis jamais retournée à LA. Bon. Fait que donc, ma vie est vraiment, je suis le flow. Mm-hmm. Et je suis très fortunée d'avoir une espèce d'habilité à la performance. Donc, dès que je suis à une place, j'ai le goût de performer, j'ai le goût de travailler, j'ai le goût de faire des projets. Bon, c'est un peu ce qui est arrivé un peu partout. Et puis, en parallèle de ce que je faisais avec Ubisoft et tout ça, moi, je faisais des compétitions de jeux vidéo, mais dans le temps, aujourd'hui, si t'es déjà un professionnel de jeux vidéo à 17 ans, 16 ans, 17 ans, tu peux faire ça à temps plein, puis tu sais, tu peux faire tes études à côté en même temps et tout ça. Moi, c'était pas possible. Il fallait que je fasse études, travail en même temps que d'être professionnel de jeux vidéo parce qu'il y avait pas d'argent, parce que on était des pionniers, parce que c'était un monde complètement différent. Donc, j'ai fait, je dirais le 3/4 de ma carrière de joueuse professionnelle quasiment en anonymat. Dans le sens où, tu sais, t'es la meilleure au monde, mais personne le sait jusqu'à temps que ça devient populaire, là. Donc, tu gagnes des coupes du monde, mais bon, c'est pas comme c'est aujourd'hui. Donc, je dirais que j'ai commencé à 17 ans. Là, j'en ai 34. Donc, je fais plus que la moitié de ma vie en compétition à Counter-Strike. Donc, j'ai commencé à 17 ans et je faisais ça en parallèle tout le temps. Ma première Coupe du monde était en 2007 et j'étais en architecture dans ce temps-là. OK, quand même. Ouais, à l'université. Donc, voilà, c'est un petit peu mon parcours. Fait qu'aujourd'hui, je fais ça à temps plein, mais je suis à Québec, la ville de Québec, puis je suis dans mon studio présentement. OK. Donc, je pense que tu l'as bien nommé, sûrement en lien avec ta personnalité aussi. Tu as cette tendance-là à vouloir essayer des nouvelles choses, puis à foncer, là, vraiment. Quand tu es dans quelque chose, tu y vas à fond. Ouais, je pense que
c'est la raison pourquoi j'ai poussé en e-sport, parce que surtout quand j'étais allée même en conception de jeux vidéo, on sentait que les gens croyaient pas vraiment à ces métiers-là. Même, ça fait pas si longtemps, là, moi, j'ai étudié en conception de jeux vidéo en 2008. Donc, on y croyait pas en 2009. Tu sais, je veux dire, ça fait même pas ça fait 11 ans. On croyait pas à l'avenir des jeux vidéo, alors que ça faisait déjà des millions, des milliards de dollars. Donc, c'est un peu, les gens aiment pas le changement. On dit OK. Ah oui, ça, je suis amplement d'accord avec ça. Ça fait peur, le changement. Exact. OK. Donc, tu es partie d'architecture, que j'en comprends était un peu ta première passion de base. Puis, par la suite, en commençant à jouer à Counter-Strike, j'en comprends que tu as développé comme un intérêt envers plus les jeux vidéo et le destin a fait en sorte que ça t'a mené un peu vers ça aussi, là. Ouais, ben j'ai toujours joué à des jeux vidéo, mais c'était toujours en mode passe-temps avec d'autres activités. J'ai toujours fait de la danse, j'ai toujours fait de l'art, des sports et du jeu vidéo. Donc, tu sais, je me rappelle mes premières consoles, je les ai eues à 2-3 ans. Donc, okay. j'ai toujours... Mes parents sont intéressants parce que je pense que je retiens vraiment d'eux. Ils m'achetaient tout le temps les gadgets, mais eux-mêmes s'en servaient pas. Donc, c'était vraiment juste pour me garder... à l'affût. Puis je dis gadgets parce que vraiment pour eux c'est des gadgets parce qu'ils, tu sais, mon père m'achetait le Nintendo mais il jouait pas là, tu sais, c'est vraiment pour moi. Donc j'ai toujours joué, mais c'est quand j'ai joué à Counter-Strike au secondaire que c'est devenu plus sérieux. OK. Ah, donc c'est ça, t'as eu les parents qui t'ont, mine de rien, influencé dans ton parcours. Ils m'ont surtout soutenu dans tout. Donc même si je me souviens... avant Counter-Strike, j'ai joué à, mettons, des Sims, là, des étés complets, puis, tu sais, ils m'ont jamais dit « Arrête de jouer! » Ça faisait partie, là, du quotidien. OK. Et là, c'est ça. Tu as commencé à jouer, tu as gagné, si je me trompe pas, là, 5 coupes du monde à Counter-Strike. Ouais. Au départ, ben, c'était moins connu parce que la communauté aussi dans le jeu vidéo était moins présente aussi. E-sport, je pense, ça n'existait pas vraiment non plus. C'est où ça commençait. Donc, au début, comme tu disais, c'était vraiment par toi-même, par passion que tu devais faire ça, tout en travaillant, tout en étudiant, tout en gérant tout ça. Ce qui est encore plus impressionnant d'avoir réussi à passer au travers de tout ça. Et jusqu'à temps, j'en comprends que graduellement, vraiment, il y a comme une communauté qui s'est créée, puis il y a eu comme un peu plus de soutien là, à ce niveau-là, tu sais. Ouais, ben en étant les meilleurs du monde, je pense que c'est ça qui nous a aidés, parce que je pense que si on avait été 2, 3e, je serais pas ici aujourd'hui, là, parce qu'on était les meilleurs. On a eu du soutien, au moins en renommée, là, ce qui fait que à moyen long terme, quand le e-sport a explosé, puis les commanditaires ont commencé à venir, ben on était les premières à avoir cette espèce de soutien-là. Mais là, on parle au moins 6 à 7 ans après que j'ai commencé à faire des compétitions, là. Donc pendant les premières années, il y avait beaucoup de je paie de mes propres poches et où on se faisait commanditer peut-être un voyage par année, c'est tout, là. Tu sais, c'était pas, on n'avait pas de salaire ou rien, là. Puis donc, je pense que c'est environ en 2010-2011 qu'on a eu nos propres commanditaires qui nous payaient plusieurs voyages par année, pas de salaire encore, pour aller dans les tournois. Puis tu sais, donc on fallait quand même que tu travailles, que tu étudies tout ça, mais au moins tu travaillais pas pour payer tes tournois, tu sais, ce qui malheureusement était le cas dans les premières années. Donc voilà, on a commencé à avoir certains du soutien, mais c'est pas avant 2015 quand on a vendu notre équipe qui s'appelait Ubinited à CLG Red, à CLG, l'équipe avec laquelle je suis encore affiliée, qu'on a commencé à avoir un mini salaire. Avant ça, on n'avait pas de salaire. OK. Donc, 2015, c'était un mini-salaire, puis un soutien avec la maison aussi, la Gaming House à Los Angeles. Puis tranquillement, on est devenu de plus en plus professionnel jusqu'à, je dirais, 2017, là, où on est... 2017, où on a full salaire, full employé, full bénéfice. Donc, c'est quand même assez récent, là. Effectivement, c'est ça. Puis c'est incroyable parce que ça a été presque une dizaine d'années
à peu près, sans salaire ou, dans le fond, avoir ça comme préoccupation aussi. Parce que j'imagine, au départ, ça devait être une préoccupation d'être capable de tout gérer, plus de faire un salaire pour être capable de faire cette passion-là que t'aimais. Ce qui me pousse un peu à me questionner, mais justement, comment t'as fait pour passer au travers de ça et persévérer aussi à travers ce défi-là? Je dirais que c'est le soutien des gens autour de moi, que ce soit à ce moment-là mes parents au cégep, puis ben c'est plus à l'université. Au cégep, je travaillais encore, mais à l'université, je pouvais plus faire études, travail et compétition. Mm-hmm. Donc, j'ai demandé à mes parents est-ce que c'est réaliste pour moi d'arrêter de travailler. Je choisis compétition et université, et on dit oui. Ensuite de ça, quand je suis rentrée chez Ubisoft, ça me prenait énormément de congés et de soutien pour voyager, pour faire les compétitions. Donc, sans Ubisoft, je ne suis pas là aujourd'hui aussi parce qu'il aurait fallu que je lâche les compétitions. Donc, à un certain moment donné, ma dernière année chez Ubisoft, je prenais 1 à 2 semaines sans solde par mois. Donc, on s'entend que c'est énorme, considérant que je suis supposée shipper un jeu puis travailler à temps plein. Donc, j'étais là 1 semaine complète et de coup, je disparaissais 1 semaine, tu sais. Mais on voyait que c'était un peu la fin aussi, dans le sens que je pouvais plus faire ça encore assez longtemps. C'est pour ça que j'étais allée en sabbatique ensuite. Mais ça a été quand même assez graduel, mais le soutien, Ubisoft aussi m'a commandité pendant plusieurs années en nous envoyant aux Coupes du Monde, même avec mon équipe. Donc, il y a eu quand même beaucoup de soutien par rapport à la compagnie qui fait qu'aujourd'hui, probablement sans eux, je serais pas ici aujourd'hui encore. Tu sais, il y a eu des moments quand même assez... je dirais de mon entourage là, que sans eux, ben soit je fail un ou l'autre, puis à un moment donné, j'arrête. Là. Mais finalement, à cause de mes amis, ma famille, à cause de mon travail, ben le château de cartes continue à tenir. C'est ça, exactement. C'est pas mal ça, là. C'est vrai que l'image est très intéressante de château de cartes parce qu'il faut que la base soit solide pour être capable de construire. J'en comprends que de ton côté, la base, ça a été vraiment une famille puis des amis qui t'ont soutenu, puis un emploi qui te permettait justement aussi, tu sais, qui acceptait ça, qui t'a permis par la suite de continuer de persévérer. Là. Exact. Sans cette flexibilité-là, il aurait fallu que j'arrête ou j'aurais pas gagné ou, tu sais, bon, fait que ça m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. OK. Et, bon, on t'en a parlé un peu, mais qu'est-ce que tu sentais qui était le plus difficile, justement, dans toute cette gestion-là? Est-ce que c'était l'aspect plus financier? C'était l'aspect d'arriver à rester motivé? La gestion du stress dans les compétitions? Le plus difficile... Ben, je pense que le plus difficile, c'était les sacrifices parce que, tu sais, il faut s'imaginer que pendant ce temps-là, moi, j'arrive de travailler, mettons, à 6 heures du soir. Ben, à 6h30, je suis dans le serveur puis je pratique avec mon équipe. Donc, jusqu'à minuit. Donc, tu sais, cette demi-heure-là que j'ai à moi-même par jour, elle est réservée soit à m'entraîner ou soit à aller à manger ou, tu sais, j'avais une demi-heure, 1 heure par jour entre Ubisoft et mon entraînement. Donc, les sacrifices, ça a été... ma vie amoureuse est quand même désastreuse jusqu'à les dernières années. Ma vie sociale était complètement inexistante. C'était mes employés de bureau et mes employés, mes collègues de jeu. J'ai pas vu ma famille pendant je sais pas combien d'années. Tu sais, on pouvait pas, je peux pas aller au cinéma, je peux pas écouter une série, je peux pas aller voir une partie de sport. Tu sais, ça n'existe pas dans ma vie. Donc c'est les sacrifices qui étaient le plus difficiles parce que pendant là ça va mieux, mais je travaille encore beaucoup trop, mais ça va quand même mieux. J'ai sacrifié ma compétition pour avoir une vie personnelle. Mais pendant 15 ans solides, c'était que le travail et la compétition. Et quand il y avait de la vie amoureuse, ben ça a toujours été un peu un désastre. Là. OK. Parce que effectivement, j'en comprends, tu sais, la compétition puis le e-sport que tu faisais était prioritaire dans tes différentes sphères de vie, disons.
OK. Ouais. Comme tu l'as nommé, je pense que le mot sacrifice est assez représentatif. Je pense que quand on est rendu à ce niveau-là, d'être dans l'aspect compétitif, il faut faire certains sacrifices. Et là, j'en comprends, après une quinzaine d'années, justement, à être dans ce domaine-là, à être dans ce mode-là, il y a eu comme un switch qui s'est fait. Ouais. Je pense que moi, j'arrivais à 31, 32. Et puis, là, je faisais ça à temps plein et tout. Puis, il y a comme eu un switch de est-ce que compétitionner, c'est vraiment encore le numéro 1 dans ma vie ou ça devrait être quelque chose d'autre? Et puis, j'étais indécise, je dirais. Et je crois que j'étais mentalement et physiquement épuisée de ce rythme de vie, mais je l'aurais fait encore. OK. Et puis, j'ai rencontré j'ai comme tout changé dans ma vie. Je me suis acheté un condo. La journée que je suis rentrée dans mon condo, j'ai rencontré mon copain et on s'est acheté un chien quasiment bang, bang, bang. Et puis, ma famille, là, pas juste ma famille, parents et tout ça, mais ma famille à moi maintenant est un. Et à cause de ça, j'ai décidé que ça allait changer mes priorités. Et puis, j'ai décidé que la compétition devait être 2 et parfois même 3. Donc, des fois, je joue encore, mais ce n'est plus comme avant. Comme là, j'ai eu un tournoi en fin de semaine, puis je me suis pratiqué 2 semaines à tous les soirs pendant 2 semaines, mais je fais le petit tournoi, puis c'est fini. Tu sais, j'arrête. Après, je passe à autre chose. Là, comme aujourd'hui, je prévois pas jouer au jeu, puis je prévois jouer à d'autres jeux. On est allé sortir le chien, je suis allée faire l'épicerie, tu sais. C'est des choses que je pouvais pas faire avant. C'est ridicule, là, mais faire l'épicerie oui. ou sortir un chien, ce n'était pas possible. C'est ça, effectivement. Tout autre engagement là, ou responsabilité devait être difficile à mettre dans le petit peu de plage horaire que tu avais de libre. Ouais. OK. Donc, ce changement-là qui s'est fait, tu sais, graduellement, il t'apparaît... Ben, en fait, pas graduellement, il s'est fait rapidement. Il s'est fait graduellement dans le sens que ça a été... Tu sais, c'est pas le jour où je rencontre mon copain que ça se passe, tu sais. Donc, moi, je pense que c'est graduel. Dans une vie, c'est pas graduel, si on regarde, là, mais sur le moment, je pense que c'est bien de dire graduel parce que ça s'est pas passé du jour au lendemain. Puis, je dois avouer que je suis encore parfois en denial. Parfois, je me dis, est-ce que j'ai le goût? Puis là, on pense à ça ensemble, la famille, puis on fait non. Non, c'est trop. C'est énorme, là. Les gens se rendent peut-être pas compte comment les sacrifices, mais t'as les pratiques, mais c'est pas juste les pratiques, c'est toute l'habitude de vie autour. Que ce soit ton horaire, que ce soit quand tu dois te lever, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu dors ou pas, tu sais, c'est tout, là. Dans le fond, ta vie, elle tourne à 100% par rapport à la compétition parce que tu peux pas te lever super tôt un matin puis compétitionner le soir. Ça marche pas dans un cycle de focus de ton cerveau, mais aussi de ton corps, quand est-ce qu'il va être le plus performant. Donc, c'est vraiment, là, c'est tout ou rien ou sinon c'est la merde. C'est ça. C'est très comparable justement, exemple au sport olympique où est-ce que la préparation, mais il y a aussi la préparation mentale, puis il y a aussi la visualisation, puis il y a la capacité à se sentir prêt physiquement et mentalement. Puis dans les jeux vidéo, oui, peut-être que le physique est moins impliqué. Ben, quoique c'est beaucoup impliqué aussi. Ouais. Mais il y a l'aspect cognitif qui est vraiment important. Puis, tu sais, en fait, on travaille avec les coachs olympiques parce que c'est plus similaire à ce qu'on vit qu'un coach, par exemple, du Canadien de Montréal. Mais on doit le vivre comme un coach du Canadien de Montréal parce que ça n'arrête jamais. Alors que les Olympiques, c'est aux 4 ans. Donc, tu as une préparation pour se rendre à ce moment d'élévation-là pour ton moment olympique. C'est cette préparation-là qu'on doit avoir en compte, mais ce moment-là arrive quasiment à tous les semaines. Donc,
faut que tu le vives comme le Canadien en traînant comme un Olympien. C'est assez intéressant. Intéressant, oui. J'aurais dit épuisant, mais oui, sûrement épuisant c'est aussi. épuisant, ouais. C'est ça, parce que dans les Jeux olympiques, les athlètes ont un moment de répit où est-ce que justement ils peuvent arrêter leur régime alimentaire puis leur entraînement. Mais j'en comprends, de votre côté, c'était pas... le répit, c'est ça, c'était une demi-heure, une heure, là, c'est pas... Il y en a pas vraiment parce que déjà, les tournois se parlent pas vraiment entre eux. En tout cas, la plupart, ça dépend aussi des jeux, là, mais il y a pas vraiment de répit. Puis quand on parle de répit, c'est parfois tu peux avoir une semaine ou deux. Il y a certains jeux comme League of Legends que c'est un peu mieux fait, là. Donc, t'as une off-season de peut-être des fois 2 mois, mais même durant la off-season, il y a tellement de changements de joueurs que les joueurs doivent se repratiquer puis grinder pour le début de la saison. Donc, le rythme d'avoir une saison par année au hockey, d'avoir une compétition aux 4 ans aux Jeux olympiques, dans les sports, c'est accéléré. Mm-hmm. Donc, c'est comme, même dans les plus longues saisons, il y en a 2 par année. Donc, ça, c'est le minimum. Les autres, là, c'est Counter-Strike, là, internationalement, t'avais avant le COVID, là, des tournois à chaque semaine. Donc, le monde, il faisait 300 jours par année sur la route. Moi, j'étais dans l'avion 2 à 3 fois par semaine. Je vivais dans mes valises. Je vivais dans 2 valises, dans le fond. Je la défaisais quasiment jamais. Je la défaisais pour la refaire, tu sais, genre, je fais comme... donc, ouais, j'ai une espèce ouais, c'est ça. Donc, le rythme de vie est quand même assez infernal. Puis je pense que c'est un des plus gros problèmes en e-sport, ce qu'on ignore parce que les gens sont jeunes, parce que souvent leur carrière quand même finit assez très tôt. Le burn-out est extrêmement présent, mental et physique, là. C'est vraiment demandant. C'est ce que je me disais aussi. De la manière que tu parlais, c'est comme épuisement professionnel, surperformance. Puis j'en comprends que ça peut être un peu l'envers du décor, là, quand il y a tellement de pression et peu de temps personnel. Parce que mine de rien, le temps personnel, on en a tous besoin pour recharger ses batteries, reprendre de l'énergie. Puis si on n'a jamais ce temps-là ou qu'on a des petites demi-heures par-ci, par-là, c'est pas assez. Puis à un moment donné, ça peut prendre 1 an comme ça peut prendre 10 ans, mais on finit par s'épuiser. OK. Puis j'en comprends de ce que tu as observé, c'est quand même assez présent dans le domaine. Ouais. Je pense que c'est vraiment présent, mais c'est pas exprimé parce que les jeunes ont 16, 17, 18 ans, 22, puis ils se disent je me reposerai après. Mm-hmm. Parce qu'on sait tous que c'est une carrière éphémère qui peut du jour au lendemain disparaître. Mm-hmm. Mais ce qui se passe de plus en plus, c'est que la longévité des carrières grossit de plus en plus. Parce que il y a de plus en plus de soutien financier, donc les gens peuvent faire ça plus longtemps. Donc, si tu commences vraiment intense à 16, 17 à être professionnel, ben à 24, là, ça fait déjà 8 ans que tu te dis je ferai ça après, puis là, ça fait 8 ans que tu es en constamment pression de performance. Puis à 16 ans, tu te rends pas compte que jouer 10 heures, 12 heures par jour, ça peut blesser ton corps, mais à 20 ans, 22 ans, quand tu te fais opérer pour un tunnel carpien, c'est pas normal. Tu sais, ça veut dire qu'il y a de tu sais, c'est sûr, c'est des cas de, quand même, faut que tu sois dans le 1% du 1%, mais ça arrive quasiment à tout le monde. Dans le sens que dès que t'es un athlète compétitif de e-sports, tu en manges, tu dors plus, t'as pas la pression de dire faut que je me repose pour pas que je me blesse qu'il y a dans le sport traditionnel, où les coachs aussi sont pas, comme dans le sport traditionnel, habitués à gérer. C'est des coachs amateurs qui ils ont appris sur le tas, qui eux-mêmes ont eu du succès parce qu'ils ont fait ça, donc l'imposent à leurs joueurs, qui fait pas de sens. Donc, on est encore dans l'espèce de mode adolescent de l'univers et on sait pas ce qu'on fait. OK. Puis c'est vrai aussi parce que c'est un sport qui est très jeune aussi. Je sais que dans d'autres sports,
que ce soit exemple le basketball ou peu importe le football, les joueurs sont quand même soutenus par une équipe, exemple, de psychologues, de kinésiologues, d'ostéopathes, etc., des masseurs, justement, pour prendre soin de leur santé mentale et physique, parce que il y a eu des antécédents de burn-out, de blessures et de troubles mentaux, etc. Dans le e-sport, est-ce qu'il y a ça qui est mis en place ou très peu? De plus en plus, mais on parle de... Tu dois être, encore une fois, dans l'1% du 1%. Donc, tu dois être dans les équipes professionnelles qui sont quand même aisées financièrement. Donc, nous, à CLG, on travaille avec le Madison Square Garden, donc on a une équipe derrière nos joueurs, mais lorsqu'ils arrivent là, donc ça veut dire ils deviennent des professionnels quand ils sont avec nous, mais tout leur parcours avant était laissé à eux-mêmes. Donc je pense que c'est ça le plus gros problème, parce qu'ils se disent, tu dois changer la mentalité du joueur en lui expliquant que c'est pas parce que tu as fait ça jusqu'au début puis tu t'es rendu là comme ça que c'était la meilleure façon optimale. On veut t'aider à te montrer comment que tu peux avoir un équilibre de vie un peu plus saine, mais faut que le joueur aussi se dise, ah oui, je fais confiance à mon équipe. Je joue moins et je fais d'autres activités pour compenser. Non, je vais jouer. Tu sais, bon. Fait que c'est aussi l'espèce de compréhension, de trust. Comme n'importe quel athlète, tu dois faire partie du système, mais malheureusement, le système est encore jeune et fébrile et c'est pas, même nous, on prend une chance. On se dit que ça marche dans le sport. Je suis convaincue que ça va marcher dans le jeu vidéo. Tu sais, vas-y, on le fait comme ça. Mais le joueur se dit pas nécessairement ça. Il doit être aussi convaincu que ça marche dans le système. Donc, moi, j'étais quand même quelqu'un qui se disait, moi, je veux que ça marche, je crois en ça, mais pas mes coéquipières. Donc, même moi, si je faisais affaire avec mon coach, mon thérapeute, mon physio, tout ça, tous les semaines, je voyais toute mon équipe une fois par une personne par jour. Ben, j'étais la seule dans mon équipe, par exemple, il y a quelques années. Tu sais, parce que tu peux pas forcer des humains à faire partie de ça. Effectivement. Parce qu'ils vont moins bien performer si tu les forces. Donc, c'est une espèce de roue. Puis je dois dire que on est encore au début, là. OK. Donc, il y a peut-être un peu de sensibilisation qui va être fait avec le temps aussi. Tu sais, là, on parle beaucoup, exemple, de bien-être, de santé physique et mentale, mais tu sais, aussi auprès des jeunes qui commencent à s'impliquer, parce que tu sais, il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui, vu que c'est quand même assez populaire aussi. Personnellement, dans mon travail clinique avec les enfants, il y en a plein qui veulent devenir gamers professionnels. Donc, tu sais, dès la jeunesse aussi, faire de la sensibilité puis la sensibilisation sur qu'est-ce que c'est réellement que le travail. Puis c'est un peu ce que tu fais aussi, tu sais, à travers tes présentations, à travers tes capsules. Autant au niveau de la représentation de la femme, parce que de plus en plus de femmes aussi qui commencent à être dans le domaine, mais aussi en général envers les gens qui veulent s'impliquer dans le domaine du jeu vidéo, de vraiment sensibiliser sur qu'est-ce que c'est réellement, là. C'est quoi l'implication que ça demande, là? Moi, je pense que c'est à deux niveaux. Moi, je suis convaincue. Tu sais, quand je parlais de cybercitoyenneté, quand tu m'as dit que j'étais une cyber... comment on a dit ça au début de l'épisode? On a dit... ambassadrice. Exact. La cybercitoyenneté. Ben, moi, je suis quelqu'un qui veut parler de ça. Et je pense que la cybercitoyenneté devrait commencer à être éduquée dès 5-6 ans. Ça, c'est même plus jeune, là, mais à l'idéal, ça serait au moins que quand tu rentres à l'école, on commence à t'éduquer par rapport à ça. Mais en parallèle, je crois que tout le travail d'éducation doit être fait pour que quand tu arrives, mettons, à avoir l'opportunité de devenir un joueur, tu comprends déjà ça. Mais aussi, il faut il y ait un cas dans le jeu vidéo qui a un succès indéniable d'avoir utilisé ces outils. Ouais. Pour que les autres joueurs fassent « Hey, moi, je veux battre ces gens-là », puis le seul moyen de le faire, c'est d'utiliser ces outils pour les battre. Parce que là, présentement, ce qui se passe dans la plupart des jeux vidéo, c'est que on est le jouer plus gagne encore. C'est ça. Et ça veut dire que pour moi, il y a deux trucs, c'est qu'on n'a pas encore atteint le pic de performance.
dans les jeux. Et aussi, on n'a pas assez de cas pour dire, hey, à cause que cette personne-là est balancée, elle performe mieux dans le jeu. Sauf récemment dans Counter-Strike, là, il y a quelques années, là, il y avait un espèce de cas où il y avait une équipe qui a été les meilleures pendant au moins 2 ans, puis il y avait tout ce soutien-là. Et là, les équipes ont commencé à s'intéresser à ça, puis à ajouter des psychologues et tout ça. Mais là, malheureusement, cette équipe-là n'est plus la meilleure. Et on dirait que le discours, on en parle moins. Justement, à cause de ça. Donc, ça nous prend des équipes at the top qui ont tout le soutien, qui fonctionnent, qui marchent. Comme ça va dire aux jeunes, hey, eux, ils ont des psychologues sportifs. Peut-être que tu devrais regarder ça. Exactement. Ben là, j'en comprends, il y a beaucoup le concept de mentor, tu sais, d'avoir vraiment un modèle à suivre. Ouais. Mais encore aujourd'hui, les modèles qui réussissent, c'est encore dans la vieille je le nomme comme ça, là, la vieille mentalité, là. Tu sais, de comme, let's go, faut que tu te forces encore plus, travaille plus fort, travaille. Exact. OK. Donc, oui, mais je pense que tu l'as nommé, mais tu sais, en tant qu'ambassadrice de cyber-citoyenneté, tu représentes bien aussi que on peut être à l'écoute de soi, on peut prendre des moments de pause, on peut avoir un soutien extérieur, puis c'est correct, puis on réussit quand même. Tu sais, c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour toi. Et là, j'en comprends, c'est ça que tu souhaites aujourd'hui mettre de l'avant, puis essayer vraiment de promouvoir, là. Ouais, ben pour moi, la cybercitoyenneté en 2020, ce n'était pas la même chose quand moi j'ai grandi, mais une chose qui n'a pas changé, c'est que moi, j'ai jamais eu d'éducation par rapport à ça. Puis aujourd'hui, les jeunes n'ont encore pas d'éducation par rapport à ça. C'est le Far West. Leurs parents savent pas comment les éduquer par rapport à ça. Je fais beaucoup de conférences là-dessus où j'explique, je vais le résumer, là, je vais pas vous donner la conférence aujourd'hui, mais j'explique que quand la société, là, depuis le début des temps, nous élève en tant qu'humains à être un citoyen. Donc, tout le monde, tu sais, même l'expression, là, ça prend un village pour éduquer, ça prend tout un village pour éduquer un jeune. Ouais. Ça provient du fait que tout le monde, nos entourages, nos systèmes, que ça soit les lois, que ça soit l'éducation, que ça soit nos parents, nous apprennent ce qui est bien et pas bien pour fonctionner dans une société, pour devenir indépendants et ensuite avoir des enfants qui vont eux autres aussi apprendre à devenir indépendants. Donc, c'est ça, dans le fond, la vie d'un citoyen en 2020, c'est apprendre à devenir indépendant. Donc, que ça soit, on apprend à faire un métier, que ça soit même la religion, là, nous apprend qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, si on est croyant. Dans la cyber-citoyenneté, on a 0 soutien. Ça veut dire que il y a personne qui nous apprend à être un cyber-citoyen. Personne. C'est nous, on commence à interagir avec Internet et c'est par d'essais-erreurs. Et ce que ça donne, c'est qu'on a une espèce de citoyenneté en ligne qui est horrible où tu dois faire l'erreur pour apprendre. Donc ça passe par les 3 C de Miss Harvey, que moi j'appelle, qui sont la cyberdépendance, la cybersécurité et la cyberintimidation. Ces 3 C-là, personne t'apprend comment les gérer. Puis, tu dois soit te faire hacker pour apprendre qu'il faut que tu fasses attention à tes mots de passe, ou tu leaks des données personnelles sans savoir, ou peu importe, que tu dois devenir cyberdépendant ou abuser de l'Internet pour comprendre c'est quoi la cyberdépendance, ou que tu lances le mot cyberdépendance à n'importe qui joue à des jeux vidéo parce que tu penses que il a joué à des jeux vidéo de 4 heures aujourd'hui, voilà, il est cyberdépendant. Ou la cyberintimidation, qui n'a pas été soit victime ou soit n'a pas fait de la cyberintimidation sans s'en être rendu compte. Il y a pas vraiment de police de l'Internet. La plus grande force de l'Internet, c'est aussi sa plus grande faiblesse, qui est l'anonymat et le fait qu'on peut tout faire et tout dire. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que la société devrait vraiment réfléchir à comment créer nos cyber-citoyens du futur. C'est ma cause depuis quelques années, là, mais j'en parle de plus en plus maintenant parce que j'ai l'impression qu'on a une réception à comprendre. Parce que j'ai finalement compris comment l'expliquer. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que cette année, j'ai vraiment pris le temps de faire de la recherche et de comprendre comment l'expliquer et ça sort mieux mon discours. Et là, je pense que les gens commencent à comprendre quand je leur en parle.
OK. Mais oui, hein, parce que de plus en plus jeunes, les enfants ont accès à des technologies. J'ai déjà vu un enfant de 2 ans sur une tablette, etc. Mais il y a pas, on n'a pas de formation réellement là-dessus. La sensibilisation, c'est pas encore présent. Il y a beaucoup, juste exemple, encore une fois, dans mon travail clinique, je travaille beaucoup avec les jeunes enfants, mais juste le nombre de parents qui me demandent est-ce que mon enfant, justement, il est cyberdépendant ou qui connaissent pas les jeux auxquels les enfants jouent, des enfants de comme 6 ans qui jouent à Grand Theft Auto ou des gens comme ça, tu te dis, tu sais, il y a encore très peu de connaissances sur le sujet, puis c'est difficile aussi parce que quand il y en a des connaissances, c'est soit très technique, donc qui s'adresse à des gamers qui savent le langage, ou sinon ben il y en a mais au niveau théorique, exemple dans la recherche scientifique. Donc pour monsieur, madame, tout le monde, les parents, exemple d'enfants, il y a très peu d'accès à cette information-là et c'est ça qui fait en sorte, si on n'a pas les connaissances, on peut pas les transmettre à nos enfants, donc les enfants vont aller chercher ces connaissances-là par eux-mêmes, un peu partout sur Internet. Et là, comme tu l'as dit, tu sais, sur Internet, on peut trouver de super bonnes choses, comme on peut aussi trouver l'envers de la médaille qui est de l'information tout croche qui va pas aider à bien s'informer sur les choses. Moi, je dis tout le temps, vous enverrez pas votre kid jouer au hockey à 6 ans sans casque, sans arbitre, sans protection sur les genoux. Pourquoi vous envoyez votre jeune sur Internet sans support? Ou pourquoi vous le laissez jouer à des jeux 10 heures par jour sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Le but, c'est pas de dire tu peux jouer 10 heures puis après, ou tu peux pas jouer 10 heures, c'est trop. Le but, c'est de l'encadrer, c'est de comprendre, c'est de le soutenir, c'est de le protéger. C'est pas de lui dire je sais pas ce que tu fais, mais arrête de jouer à des jeux vidéo. C'est pas ça, tu sais. Donc, j'espère qu'un jour, mon discours de D3C de Miss Harvey et de cybercitoyenneté va être old school. Et que le monde va dire ben oui, on sait c'est quoi la cybercitoyenneté. C'est ça. Mais c'est un bon point de départ, justement, puis de le catégoriser aussi. T3C, c'est simple à comprendre, c'est plus facile à intégrer, c'est accessible à tout le monde. On s'en rappelle. OK, donc c'est vraiment intéressant. Puis là, j'en comprends que ton objectif, c'est ça, c'est un peu que tout le monde s'approprie un peu ce concept-là, puis que ça devienne un outil de sensibilisation à... Attends, tu vois, j'ai dit que c'était simple à se rappeler à la cyberintimidation, à la... La cyberintimidation, la cybersécurité, la cyberdépendance. Et voilà. C'est les 3 gros C. Et je suis sûre que, regardez, dans 3 ans, je vais peut-être dire les 6 C de Miss Harvey. Mais là, c'est les 3 pour moi qui sont les plus importants. Des fois, je vois des pubs à la télé du gouvernement du Canada par rapport à la cybersécurité. Tu sais, des petites pubs, puis je suis comme il y a quelqu'un qui y pense. Mais tu sais, c'est quand même léger, là. Mais à chaque fois que moi je les vois, je suis comme contente. Parce que je me dis, au moins, il y a un mini budget au gouvernement pour penser à ça. Parce que je suis sûre aussi que ça coûte des milliers, voire des millions de dollars aux Canadiens par année de pas connaître les 3C. Que ça soit après en thérapie, que ça soit après en fraude, que ça soit après en médecine, à cause qu'on ne connaît pas aussi con que la posture. Avec le travail à la maison de COVID, je suis quasiment sûre que les gamers sont mieux adaptés à travailler à la maison que les travailleurs de monsieur, madame, tout le monde qui ne jouent pas à des jeux vidéo juste parce que je regarde ta chaise, je regarde ma chaise, on est confortable. Ouais, je veux dire, on est voilà, on voit on n'est pas la même on fait pas partie de la même veine que mes amis qui sont sur leur table de cuisine avec leur chaise en bois, qui sont encore en denial du COVID après presque 1 an, qui ont pas encore acheté rien pour les supporter, que c'est moi qui leur envoie par la poste des trucs parce que je me dis tu peux pas, tu penses que c'est une station temporaire, t'aurais dû dès le mois 1 acheter des trucs, tu sais. Moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose à apprendre des gamers par rapport à ça.
Totalement d'accord avec toi là-dessus, effectivement. Tu sais, juste, tu parles de la chaise, mais effectivement, j'ai essayé 1 mois avec une chaise standard, puis j'ai commencé à développer un torticolis. Je me suis dit, faut upgrader. Puis on a été tester plein de sortes de chaises, puis les chaises les plus confortables et les plus adaptées à la situation, tu sais, de confinement puis de travail devant l'ordinateur, ben c'est les chaises de gamer. Mm-hmm. Donc, le rapport qualité-prix est quand même le mieux sur le marché présentement. Après, c'est sûr qu'on peut parler de Herman Miller à 1 000 $ et plus, là, oui, OK. C'est les meilleurs, mais si on parle en bas de 500 $, les meilleures chaises, c'est pas compliqué, c'est les chaises de gamer présentement sur le marché. Ça se compare même pas à ce qu'on trouve ailleurs. Exactement. Puis là, on parle de matériel, mais sinon, on peut parler aussi au niveau des habiletés cognitive, mentale, de l'attitude. Ouais. Tu nommais justement, mine de rien, pour travailler, puis en plus de ça, rentrer chez soi, puis s'installer devant l'ordinateur, puis encore travailler, se pratiquer, il y a des habiletés que tu dois développer. Juste exemple, dans les jeux qui sont en ligne, les jeux interactifs, ben, il y a le travail d'équipe, il y a la persévérance, il y a l'écoute, il y a l'empathie, il y a tous les aspects aussi cognitifs, neurocognitif. Donc, la capacité de développer la rapidité, la capacité d'observation dans certains jeux. Bon, je pourrais en nommer beaucoup comme ça. Mais mine de rien, il y a les aspects positifs aussi chez les gamers qu'on peut prendre en considération, autant exemple que la musique. Tu sais, quand on joue, puis un enfant apprend très jeune à jouer de la musique, il développe des aptitudes, des habiletés qui vont par la suite lui servir beaucoup plus tard dans son développement puis dans sa vie en général. Donc, tu sais, quand tu nommes « on peut apprendre des gamers », je pense qu'il faut voir aussi les bons côtés, là. Puis il y a ces éléments-là qui sont vraiment importants à prendre en considération, là. Moi, je sais que si j'ai à engager des employés, je vais engager des gamers. Ouais. Parce que je sais que c'est des gens qui sont, la plupart du temps, très disciplinés, très multitask, apprendre sur le tas, autodidacte, tout ce qui a rapport avec oui, je vais le faire. Les gamers, la plupart du temps, là, c'est sûr que je généralise, là, mais les gens de ma communauté, c'est des gens qui sont des doers, c'est des gens qui vont faire les choses, qui vont pas attendre d'avoir un soutien, qui vont ouvrir les tutoriels, qui vont apprendre sur le tas, qui, tu sais, parce que on est tellement habitué de rester pris dans un jeu ou de, tu sais, on est tout le temps en train d'apprendre constamment parce que les jeux, de plus en plus, ils nous mettent des tutoriels comme invisibles, donc ils te font apprendre des mécaniques tout le temps, donc t'es tout le temps en mode apprentissage. Et toutes les recherches que je regarde, ce n'est que des choses positives quand tu joues à des jeux vidéo. En fait, tous les mythes ont été debunked, la plupart, là, sinon tous les mythes. Et ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est vraiment de même voir au niveau physique comment ça peut permettre de faire de la réhabilitation. Par exemple, j'avais déjà lu une recherche sur les écrans statiques, par exemple la télé et les téléphones. Contrairement aux jeux vidéo, lorsqu'on regarde un écran statique, donc sans jouer, nos yeux peuvent se détériorer à long terme, mais lorsqu'il y a de l'interactivité, c'est le contraire. Et ça, c'est super intéressant parce que pour moi, la donnée interactivité change tout ici. Le fait que on doit toujours interagir, qu'on doit toujours faire quelque chose, c'est ça qui est key dans la différence qu'il y a entre s'asseoir, regarder la télé et jouer à un jeu vidéo. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé super intéressant de savoir que même au niveau des écrans et de regarder les écrans, ça peut améliorer tes yeux si tu joues, contrairement à si tu regardes la télé. OK. Effectivement, c'est intéressant. Je savais que ça détériorisait pas, mais je savais pas que ça pouvait même améliorer. Ça c'est impressionnant, effectivement. Dépendamment, c'est sûr que là, moi, je veux pas dire que c'est toutes les facettes, mais moi, je dois dire qu'il faut aussi savoir que ça prend des écrans adaptés. Adaptés. Tu sais, parce que la plupart des gens que je sais qui ont des écrans, qui travaillent à la maison, c'est des écrans de pas de qualité, qui sont, je dirais même de caca, là, pour être poli. Faut savoir qu'il y a des écrans qui peuvent assécher vos yeux et tout ça, donc il faut aussi
La lumière bleue aussi, bon, il y a d'autres conditions qui sont en... C'est ça. Donc, donc c'est intéressant. Effectivement. Donc, quand on a un écran de qualité, ça peut même aider dans les... puis juste, tu nommais, tu sais, oui, l'aspect physique, je le nommais comme ça, là, de l'œil, mais en même temps, quand on joue à un jeu vidéo, le cerveau est beaucoup plus stimulé, puis le cycle de la motivation, le cycle du plaisir, le renforcement, l'aspect récompense, que quand on écoute juste la télévision, par exemple. Moi, l'aspect récompense que j'ai de la télévision, c'est d'avoir fini un épisode puis de faire check. Oui, c'est tout. Donc, il n'y a pas grand récompense quand j'écoute la télé. Moi, je suis la pire, là. Je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais moi, même quand je trouve la série pourrie, il faut que je la finisse pour dire que je l'ai complétée. Tu sais, on peut passer à d'autres choses. Oui, c'est ça. C'est le concept de j'ai laissé une seconde chance. OK, peut-être ça va être mieux la prochaine. Je peux vraiment dire à la fin, OK, non, c'était vraiment de la merde. Je sais pas pourquoi j'ai passé 10 heures de ma vie à écouter cette série. Ouais. Puis là, t'espères qu'il y avait pas comme 120 épisodes. ouais. Mon Dieu, ouais. Je pense que tu le nommes très, très bien. Il y a plein de qualités, il y a plein de choses qu'on développe en étant gamers. De ton côté, selon toi, c'est quoi les... Là, je pense que ça va être une question un peu difficile, mais selon toi, c'est quoi les grandes qualités que ça prend justement pour aller dans le domaine du jeu vidéo? Ça dépend si on va en compétition ou si on va en développement. Je pense qu'en développement, d'être curieux, de continuer toujours d'apprendre, de pas penser que ça fait 10 ans que tu es là-dedans, que tu connais ça. L'univers change tellement rapidement. Moi, quand j'ai rentré en jeu, mes collègues de travail chez Ubisoft me trouvaient bizarre de faire de la compétition de jeux vidéo. OK? Et je gagnais des Coupes du Monde, puis on n'en parlait même pas à l'interne. C'est fou. Aujourd'hui, quand on pense à ça, tu te dis « Oh, what the hell? » Mais non, c'était... Je travaillais en développement de jeux vidéo et le 3/4 des gens à qui je disais « Ouais, je viens de gagner la Coupe du Monde en fin de semaine à Paris. » étaient comme « Il y a des Coupes du Monde de jeux vidéo. » alors qu'on travaillait chez Ubisoft. Donc, c'est, je pense, le désir de tout le temps apprendre, jouer à des jeux vidéo. Parce que j'ai travaillé avec des gens qui ne jouaient pas à des jeux vidéo parce que c'est possible de travailler en jeu et que tu ne joues pas, et je trouve que c'est complètement fou. Donc, jouer à des jeux, apprendre de d'autres jeux, tout le temps rester à l'affût, être un team player. C'est sûr qu'il y a des positions que tu as moins besoin de travailler en équipe dans la conception, mais je pense que ça l'aide énormément. Et ça, c'est plus en développement de jeu. En performance, je dirais que c'est discipline. Discipline. Parce que peu importe tes forces et tes faiblesses, si tu as de la discipline, puis si tu es organisé, tu vas pouvoir soit capitaliser sur tes forces puis travailler tes faiblesses, ou soit vraiment tout le temps être à l'affût. Parce que si tu es préparé, si tu es préparé pour chaque événement, honnêtement, après ça, il y a plus... C'est juste... t'essaies de diminuer le plus possible la marge d'erreur qui est laissée à la chance, hein, qui est laissée à ce que tu peux pas contrôler. Si tu peux tellement être discipliné que tout ce que tu peux contrôler, tu le travailles. Quand tu arrives dans le tournoi, les choses que tu peux pas contrôler, ben c'est hors de ton contrôle, justement. Donc, ce que ça soit ton mental, ton corps, ton physique, ta connaissance du jeu, ta préparation, tes réflexes, ton entraînement, ton warm-up, tes pratiques qui soient pareilles en pratique qu'en match, de la température de la pièce. Tu sais, comme là, j'ai froid présentement, puis si j'étais en compétition, normalement, quand j'ai froid, c'est mieux pour moi. Tu sais, parce que je suis comme en mode de... je suis habituée dans les tournois, dans les salles, qu'il soit froid. C'est tout le temps très, très froid. Donc, toutes ces espèces de variables-là que tu peux contrôler, que ce soit à la maison, que ce soit dans les tournois, ben tu les contrôles. Et lorsque tu arrives en tournoi, ce que tu peux pas contrôler, c'est comment ton adversaire va jouer. Jusqu'à un certain point, tu peux l'analyser aussi, là. Mais et puis, toi, tu peux contrôler tout ce que tu fais. Donc, je pense que la discipline, c'est ce qui est le plus important. OK. Wow. Ouais.
Ouais, fait la discipline, justement, de ce que j'en comprends, autant dans la gestion, l'organisation, la capacité à gérer ses émotions, gérer sa motivation, prendre le contrôle de tout ce qu'on peut prendre le contrôle, puis le reste, lâcher prise pour pas que ça ait un impact négatif sur ton jeu et ta concentration. Ça, je pense que c'est le numéro 1. Puis maintenant, quand je t'en parle de me le dire, là, je dirais que la deuxième chose, c'est apprendre à perdre. Mm-hmm. Moi, il y a jamais personne qui m'a appris à perdre. Puis je pense que pendant 10 ans de ma vie, et même jusqu'à la fin, là, j'ai jamais été très bonne. Perdre me donne la nausée, tu sais. Perdre devrait être un moment d'apprentissage et pas un moment de complètement bouleversement. Ouais. Et moi, à chaque fois que je perds, c'est bouleversement. Mm-hmm. Ça me fait mal jusqu'au viscère. Tu sais, hier, j'ai perdu dans un tournoi et puis tu sais, ça fait, c'est comme si je remets en question toute ma vie, là, tu sais. Mais ça devrait pas. Parce que surtout, au nombre de tournois que j'ai fait, là, j'en ai fait des centaines, voire des milliers, là. Je devrais dire, il y en a un autre qui arrive, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est comme si moi, comment j'ai appris dans le jeu vidéo, c'était all or nothing. Mm-hmm. Et ça, honnêtement, ça ne devrait pas parce que ça met tellement de pression sur le moment. Et je pense qu'apprendre à perdre te permet de mieux gagner. Oui, effectivement. J'imagine. Ouais. Et puis ça, c'est je trouve quelque chose qu'on ne se fait pas apprendre jamais en jeu. Là. Même le jeu te dit défi. Le jeu te dit you're a loser. C'est vrai. Fait que il dit pas meilleure chose la prochaine fois. Voici comment tu pourrais t'améliorer. Le jeu te dit you lost, you suck. Fait que ouais, c'est ça. J'avais jamais vu les choses comme ça, mais effectivement, tu sais, quand le jeu dit genre you lose ou t'as perdu, c'est quand même confrontant pour, je vais le nommer ici, là, mais confrontant un peu pour l'ego. C'est le côté de toi, justement, qui est comme compétitif, qui veut réussir, puis mine de rien, quand t'es en mode compétitif, ce côté-là, c'est lui qui est mis de l'avant, là, donc qui est plus sensible, plus vulnérable. Puis la capacité de perdre, c'est quelque chose qui est, mon Dieu, qui est pas instinctif, parce que tu parlais tout à l'heure cyber-citoyenneté, mais tu sais, en citoyenneté générale, dans notre culture, on nous a pas enseigné non plus. Tu sais, on n'a pas une culture de c'est correct, t'as perdu, tu sais, y a pas de problème. Il y a de la pitié ou il y a de la tristesse associée à la perte. Ah, t'as perdu, c'est correct, sois pas triste. Tandis que, tu sais, c'est pas triste de perdre. C'est un apprentissage, comme t'as nommé. Mais ça s'apprend. On en parle souvent au Québec avec les parents de hockey, là. Ouais. C'est le fléau. J'ai écouté un documentaire l'autre jour à RDS, c'était vraiment dramatique, là. Il y a eu des morts et tout, là, dans les arénas au Québec à cause du hockey. Ouais, les parents, des fois, ils sont vraiment Ils se sont battus, puis... Ouais, le documentaire m'a vraiment fait mal. Mais je vais vous dire que je travaille beaucoup avec le Comité international olympique, puis il y a une athlète qui fait partie du Comité olympique qui s'appelle Sarah Walker. Elle vient de Nouvelle-Zélande et elle est en BMX. Donc, elle a un parcours un peu comme moi où, quand elle a commencé son sport, le sport n'existait pas aux Olympiques. Tu sais, il est arrivé aux Olympiques quand elle était déjà semi-pro. Puis ça a comme été un dream come true, elle n'en revenait pas, puis elle a travaillé là-dessus, puis tout ça. Puis elle avait le choix de plein de sports, mais elle était vraiment tombée en amour avec le BMX, puis elle a décidé de faire ça, même si elle savait qu'elle avait pas de chance aux Olympiques. Puis finalement, elle est arrivée aux Olympiques. Tu sais, une espèce de truc complètement fou. Et elle a fini deuxième aux derniers Jeux olympiques d'été. Donc, médaille d'argent. Et son pays au complet pense qu'elle a gagné la médaille d'or. Parce que la façon qu'elle a gagné la médaille d'argent, Sarah, son parcours, comme elle m'a expliqué, c'est que elle a appris à faire de son expérience et de sa compétition le meilleur de soi et non le meilleur des autres. Dans le sens où, à la fin de chaque fois qu'elle performe, si elle pense qu'elle a donné son maximum, qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour gagner,
elle est satisfaite. Puis si en plus, elle gagne une médaille d'argent, ben pour elle, c'est la médaille d'or. Donc, quand elle a fait les entrevues puis tout ça, elle a été célébrée au niveau national comme une championne parce qu'elle a donné ce sentiment de j'ai gagné, j'ai tout donné et c'est extraordinaire. Au lieu d'être triste d'avoir perdu la médaille d'or, elle était incroyable d'avoir gagné la médaille d'argent. Donc, elle m'expliquait ça et pour moi, je n'ai jamais vécu ça parce que dans toute ma carrière, je ne suis jamais contente que si je suis première. Et je sais pas comment j'aurais pu apprendre ça, mais je sais que c'est un travail avec ses coachs, c'est un travail de pratique, tu sais, qu'elle a fait quasiment toute sa vie, là, que moi, je n'ai jamais appris. Je ne sais pas si je vais pouvoir être comme ça un jour. Et j'admire. J'admire tellement, là. Mais je pense que Sarah est une personne à admirer parce que c'est difficile. Tu sais, c'est difficile d'arriver à cet état-là parce que c'est comme je le mets, c'est pas ce que l'enseignement nous enseigne, l'éducation, c'est pas ce que la culture nous projette. Tu sais, souvent la compétition est associée à il faut être numéro 1. C'est un peu ça en fait, c'est de battre tout le monde, tu sais, d'être le champion, la championne, d'être au sommet. Tandis que, tu sais, le processus d'être fier de soi, puis c'est souvent ça, je pense, qui ressort à travers le perfectionnisme, ou tu sais, le fait de la compétitivité, il y a beaucoup de perfectionnistes, c'est la difficulté à être satisfait de soi-même. Et ça peut être problématique. Bon, là, je n'embarquerai pas là-dedans, mais ça peut être problématique parce que au final, c'est important d'être fier de soi pour continuer à progresser, puis pour aussi apprécier ce qu'on fait, même quand c'est compétitif, puis même quand on est en compétition, puis en combat constant au final. Là. Fait que, je pense que c'est énorme ce que tu viens de dire parce qu'en plus, en jeu vidéo, tu ajoutes tout l'aspect Internet avec ça. Fait que on fait du live streaming, que les compétitions sont en ligne, qu'il y a un chat, qu'il y a des forums, que tu sais quand t'es un athlète d'un sport, tu peux te faire harass et tout ça en ligne, mais tu as le choix qui est très difficile là, on s'entend là, mais tu as le choix de ne pas comme participer à tout l'univers médiatique de l'Internet. T'as le choix de pas faire de médias sociaux, de pas poster, de pas en parler. En e-sport, c'est vraiment impossible, je dirais. Parce que maintenant, ta brand, même pour signer des contrats, même si tu dois être le meilleur joueur au monde, si t'as pas de brand autour, des fois, c'est une nuit. Donc, les gens, de plus en plus, on a toute notre brand, surtout pour notre post-carrière, là, qui est souvent très, très jeune, là, que ça soit... Donc, des fois, tu ne peux pas échapper le horde de gens qui veulent... qui s'en foutent, là, qui ont pas de cybersécurité, qui écrivent n'importe quoi. Donc, malheureusement, même quand tu regardes, tu sais, pour t'améliorer, tu regardes tes performances, ben t'as le chat à côté, tu sais, c'est... Tu vois en tout cas, c'est bien difficile d'échapper l'Internet en e-sport, voire impossible. Ouais, c'est interrelié, en fait. J'en connais pas, peut-être que tu en connais, mais des joueurs, joueuses, justement, de e-sport qui arrivent à juste totalement se déconnecter des médias sociaux. C'est très rare. Faut que tu sois comme le meilleur du meilleur du meilleur. Pour sinon, dès que t'es comme un peu moins, ou même quand t'es dans les top 10 équipes au monde, ta brand, à un moment donné, que c'était pas le 1, entre le joueur A et le joueur B, le joueur A qui montre qu'il est bon, que tout le monde, qu'il y a des fans, puis tout ça, puis qui crée un hype autour quand il joue, ben les gens vont aller signer un contrat avec le joueur A. Ils vont pas vraiment, ils vont moins regarder le joueur B, même si le joueur B est correct et tout. Tu sais, ça vient après, tout le monde est bon à un moment donné, fait qu'après, si t'as un hype en plus derrière toi, ben les gens vont signer cette personne-là. Fait que c'est un peu comme ça maintenant, malheureusement. Donc, ouais, j'en connais pas beaucoup. Je dirais, là, c'est très, très rare. Ouais, surtout que de nos jours, le hype se crée justement à travers les médias sociaux. Exact. Donc, on a besoin d'Internet pour créer cet effet-là. Donc, les commanditaires demandent aussi la présence, souvent.
Donc, tu sais, faut que tu fasses une vidéo, faut que tu fasses ci, faut que tu parles de leur truc, faut que tu mettes une photo. Tu sais, fait que si t'as pas cette brand-là derrière toi, ben, tu perds beaucoup de revenus. OK. Puis tu l'as nommé un petit peu aussi par rapport à ton expérience à toi. Si j'aborde un peu justement en tant que femme, est-ce que tu sens que est-ce que tu as senti que c'était comme plus difficile justement avoir un brand puis avoir cette présence-là, ce soutien-là de la communauté? Moi, c'est un peu bizarre parce que j'ai commencé ma carrière bien avant les médias sociaux. Donc, j'étais comme... Tu sais, je me dis toujours aujourd'hui, si ma carrière était à son pic quand les médias sociaux existaient, je serais tellement big. Mais là, tu sais, malheureusement, j'étais comme quasiment en retraite quand... Bon, j'étais en semi-retraite quand ça a comme explosé le plus. Donc, c'est ça qui est ça. Mais bon, faut que je vive avec ça. Donc, je dirais que c'est important, mais c'est quand même difficile pour moi si je compare, mettons, aux jeunes d'aujourd'hui qui sont au sommet du jeu-là. Eux autres, ils l'ont quand même plus facile. Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ouais. Tu sais que de nos jours, c'est plus facile aussi de se faire, j'ai l'impression que c'est plus facile de se faire connaître sur justement avec l'aide des médias sociaux, avec l'aide de la technologie, c'est comme plus facile de se mettre de l'avant. En fait, autant il va y avoir comme une plus grande communauté de personnes qui vont se mettre de l'avant, mais c'est comme si c'était plus facile d'avoir de la visibilité. Et voilà. Donc, les enjeux sont différents, disons. Oui, exact. OK. Puis, tu parlais un peu de cyber-intimidation tout à l'heure. Bon, cyberdépendance, on peut le mettre de côté, mais cyber-intimidation, de ton côté, de ce que tu t'en laisses de parler, mais est-ce que tu as senti que ça a quand même été présent dans ton cheminement? Oui. Oui, puis je pourrais même pas imaginer avoir 17 ans, puis me faire subir les choses que je me suis fait subir genre à la fin de la vingtaine, mais à 17 ans. Parce que quand j'avais 17 ans, tu sais, t'avais MIRC, tout ça, mais c'était pas, tu sais, t'avais une personne méchante, là, c'était pas genre, c'était pas des dizaines et des dizaines tout le temps partout. Donc, je crois que, tu sais, j'ai fait mes erreurs et mon apprentissage quand c'était pas comme aujourd'hui où il y avait pas de logs, puis les gens aujourd'hui ont pas des photos de ce qui s'est passé, ou tu sais, donc je suis quand même dans un sens, je me considère chanceuse. Je pense que la cyber-intimidation, c'est un fléau que même si on adresse de plus en plus est vraiment pas assez touché. On commence à parler de Twitter qui permet maintenant d'avoir une espèce de bannir les gens qui sont pas gentils ou qui font du harassment. Mais tu sais, c'est le début sur une plateforme. Twitch récemment aussi, là, depuis 1 an, qui a une zéro tolérance puis tout ça, mais tu sais, c'est encore les débuts, là. Mais si je veux dire, ça devrait être un phénomène mondial où on devrait être outré qu'on peut harasser quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas outré que c'est correct. Tu sais, dans la vraie vie, ce serait inacceptable. Pourquoi on l'accepte en ligne? Pour moi, la cyber-intimidation, c'est une balance entre le respect puis la privacy. En français, c'est la vie privée. Donc, je sais qu'on devrait pouvoir tout faire, donc on devrait avoir zéro vie privée en ligne, mais en même temps, je pense que le respect devrait être aussi important. Est-ce que présentement, c'est vie privée par-dessus tout, alors que je pense que ça devrait être une espèce de balance. Ça veut dire que si tu décides d'interagir sur certains sites, que ce soit par exemple Facebook ou Twitter, pourquoi t'as pas une espèce de décision à un moment donné? Tu te dis, ben moi, je pense que le respect, c'est plus important que ma vie privée. Donc, tous les gens qui doivent interagir avec moi doivent être identifiés comme des humains responsables et je ne veux pas me faire harass. C'est bon, je check le petit bouton. Puis là, une fois que ce petit bouton-là est check, je suis dans ma petite bubble de respect et on ne peut pas me harass
et je ne peux pas harasser les autres et c'est un choix que je fais, tu sais. Il y aurait plein de solutions pour moi qui sont, c'est sûr qu'ils sont pas nécessairement faciles, mais qui sont pour un meilleur monde de balance entre cette vie privée et ce respect. Et présentement, certaines plateformes, du genre Facebook, ne fait pas la balance. Ouais. Je pense que Twitter sont un petit peu mieux, mais encore une fois, c'est pas tant, là. Mais, donc, je pense que il y aurait une place pour travailler là-dessus, pour des systèmes aussi d'intelligence artificielle pour supporter les utilisateurs, que présentement, presque pas. Je sais que moi, j'ai des add-ons sur mon Chrome qui me fait, par exemple, qui me disent quand c'est un qui s'appelle Grammarly, qui me dit est-ce que tu veux vraiment envoyer cet email-là de cette façon-là parce que tu as l'air un petit peu d'avoir un ton direct. Et là, je fais comme oh, j'avais pas remarqué, et là, je l'arrange. Donc, tu sais, il y a plein de façons qu'on pourrait intégrer l'intelligence artificielle pour te dire did you really want to send this? Puis là, tu relis pour faire de l'éducation sur la cybersécurité. Si on te l'a pas fait quand tu étais jeune, au moins en tant qu'adulte, avant de te laisser envoyer des messages, pourquoi on t'offre pas ça? Encore une fois, si tu cliques sur la bubble de respect, peut-être que l'AI te le dit à ce moment-là. Hey, ça se peut que ton message soit offensif. Est-ce que tu veux vraiment l'envoyer? Là, il est offensif, je n'avais pas pensé à ça. Ah ben, je vais l'effacer. Tu sais? Ouais. Donc, les trous de cul vont toujours être des trous de cul, ils vont l'envoyer pareil. Mais si t'es comme entre les deux, puis t'as un petit message qui dit ton message est peut-être offensif, c'est là que ça va te faire dire bon ben attends, je vais réfléchir à ça. Est-ce que je veux vraiment l'envoyer? Puis ça fait la différence en ligne. Ce qui est dans la vraie vie aussi, tu sais, se tourner la langue cette fois avant de parler, ben on le fait peut-être pas, mais on quand même, il y a un moment de réflexion là, avant qu'on dise quelque chose dans la vraie vie. On regarde l'autre personne, on voit comment elle réagit, et là on agit. Alors que dans l'internet, t'as pas cette interaction-là. Fait que c'est plein de façons pour moi que il devrait avoir des équipes, surtout dans les multimilliardaires compagnies là, devrait y avoir des équipes anti-cyber-intimidation, d'intelligence artificielle pour supporter les utilisateurs. On est capable d'avoir de l'intelligence artificielle qui décide si tu utilises la musique copyright ou pas. On est capable de voir si ton commentaire est méchant ou pas, tu sais. Exactement. OK, c'est vraiment intéressant. Puis je savais pas, c'est Grammarly que t'as dit qu'ils ont ça? Ouais. Okay. Grammarly, c'est gratuit sur ton browser Chrome, puis quand t'écris des emails, n'importe où que t'écris, ça check ce que t'écris, puis ça t'aide. OK. Ce serait intéressant. Le même concept, mais aussi, je sais pas si ça le fait, mais qui te reflète aussi un peu tes émotions. Comme, est-ce que tu es en colère en ce moment? Tu sais, je ressens, façon de parler, je ressens de l'agressivité dans le message. Ça permettait de refléter puis faire comme, hey, c'est vrai, je suis en colère. Je serais peut-être mieux d'attendre avant d'écrire à mon patron, disons. Je suis tout à fait d'accord. Grammarly, c'est sûr que je pense que c'est juste en anglais. Mais ça serait de regarder si Antidote la propose pas aussi, ce genre d'affaires-là. Moi, j'ai pas utilisé Antidote depuis un petit bout, là, mais ce serait possible qu'eux aussi ont une option tone. Ouais, c'est ça. Ton dans les mails. Et je pense que c'est des choses comme ça qu'on devrait adopter de plus en plus. Ça devrait pas être juste moi qui suis au courant, ça devrait être quelque chose de... Mes parents sont au courant, là, tu sais. OK. Oui, il faudrait. Mais OK, c'est vraiment intéressant. Effectivement, c'est toutes des choses que... là, on parle du domaine du jeu vidéo en général, mais tu as les joueurs, mais tu as aussi l'interaction entre joueurs. Puis c'est des éléments à prendre en considération. Parce que pour plusieurs, effectivement, quand il n'y a pas les conséquences immédiates de leur réaction puis de leurs paroles, qui vont avoir tendance à, comme tu nommais, le respect prend le côté. Puis il y a comme d'autres choses qui se mettent de l'avant. Puis s'il n'y a pas de respect, ben, ça crée des communautés qui sont dysfonctionnelles, puis ça nuit à l'image puis aux communautés de jeux vidéo, comme on entend un peu parler dans certaines communautés. Donc, d'arriver à mettre ça de l'avant, ça pourrait effectivement beaucoup aider, autant comme on nommait tout à l'heure, l'image des jeux vidéo pour les autres générations, les parents, la société en général. Là. Je pense que les jeux vidéo, malheureusement, sont juste victimes du fait qu'ils sont en ligne et sur Internet. Fait que non seulement les compagnies de développement de jeux vidéo devraient s'en préoccuper encore plus, mais je pense que si on éduque aussi à la cybersécurité, ben ça va aider aussi à notre
nos communautés d'un jeu. Oui, effectivement. Donc, on espère que les communautés, que les gens de différents domaines vont être à l'écoute de ce message. Ouais, exact. Peut-être, je vois un peu le temps qui passe, peut-être pour finaliser un peu, de ton côté, j'aime bien nommer, si tu te sens à l'aise, un peu le top de jeux que tu aimes jouer en ce moment. Je voyais sur Twitch que tu streams différents jeux que tu essaies. Disons, en ce moment, c'est quoi un peu tes coups de cœur de jeux vidéo? Ben, il y a honnêtement, les 3 derniers jeux qu'Ubi ont sorti dans le dernier mois sont extraordinaires. Le dernier, Assassin's Creed Valhalla, Immortals Phoenix Rising, je pense le nom, c'est un peu un Zelda-like. Et le dernier Watch Dogs, les 3 étaient vraiment très bons et je veux les finir durant Noël. J'ai vraiment très hâte. Aussi Spider-Man sur PS5 qui est vraiment très bon. J'ai vu mon copain le jouer, donc j'ai vraiment hâte aussi. Et moi, je suis tombée en amour avec Mini Metro là, il y a deux jours, puis j'ai juste hâte de finir le podcast pour aller jouer. Non, je suis vraiment tombée en amour avec Mini Metro. Je sais pas pourquoi, là. Je suis triple sur Mini Metro. Il est genre 5$ sur Steam, puis apparemment, il est aussi disponible sur téléphone. Donc, regardez ça, c'est vraiment très cool. C'est tu contrôles la carte d'un métro, puis c'est un jeu puzzle, là. C'est vraiment contrôler ton influence de personnes qui utilisent le métro. En tout cas, checker ça, c'est vraiment fun. Et puis toutes sortes de petits jeux comme ça, là, c'est temps-ci que j'aime indie pour me relaxer. Je joue beaucoup à des jeux de cellulaire, là. Je suis très mobile. Okay. Mais AFK Arena, Empires and Puzzles, je suis tout le temps dans ces jeux-là. Sur mon cell aussi. Ah, c'est ça. T'as un peu de tout, tu sais, autant des petits jeux portatifs quand tu te promènes, autant que on s'entend dans des gros jeux où est-ce que tu dois passer plusieurs heures devant ta console à jouer. Ouais, exact. Ah, puis c'est pour ceux qui, il y a 20 ans, là, qui avaient écouté l'espèce de podcast un peu à la François Pérusse, mais version française, qui s'appelait le donjon de Nahulbeck. Oui, donjon de Nahulbeck, oui. Ah, tu connais ça? Ben oui. Bon. OK, ben moi, je connaissais pas ça. Et puis, le jeu est sorti cet été et c'est un petit bijou. J'adore ça. Ah. Pour ceux qui aiment le Donjon Dragon, c'est une espèce de Donjon Dragon en jeu. Puis il y en a que c'est les mêmes voix que dans la série il y a 20 ans. Pas tous, là, mais les personnages sont aussi ridicules que dans la série. J'adore ça. Je lis tout le texte, tout ça. Donc, allez jouer au jeu du Donjon de Nahulbeck qui est sorti cet été. Ah, je savais qu'il y avait le jeu de société que j'essayais, mais je savais pas que le jeu vidéo était sorti. Je l'aime très bien. Si vous voulez voir j'ai une chaîne YouTube française que j'ai lancée cette année, là. Donc, si ça vous intéresse, j'ai testé tous ces jeux-là sur ma chaîne française. Donc, vous pouvez regarder mes aperçus, voir si vous aimez ça. Ouais, OK, génial. Je vais le mettre dans les liens en bas. Super. Super. Et pour finaliser, c'est quoi un peu, dans ce que tu peux mentionner, un peu tes projets futurs pour Noël, pour les prochaines semaines, les prochains mois? Ben là, il y a 2 semaines maintenant, ça va vite, j'ai lancé ma brand, ma compagnie qui s'appelle Élevé, qui est un jeu de mots, les amis, parce que si vous l'écoutez en français, vous pensez que c'est élevé ER, et non, c'est élevé VEY. Je voulais que les anglophones le prononcent comme il faut, donc j'avais peur que les gens disent Elever, et je trouvais ça pas beau. Donc, c'est un petit jeu de mots avec mes V, élevé. Et puis ça marche super bien parce que les anglophones disent élevé, donc je suis très contente. Qui est pour Elevate, obviously, puis et tout ça. Donc c'est une compagnie, j'aime bien dire que c'est une compagnie qui prend de la cybercitoyenneté. Donc dans nos vêtements qu'on a lancé, la première collection, il y a beaucoup de parallèles avec ce qui est pour moi important par rapport à la cybercitoyenneté, mais c'est comme le premier drop. Ouais. Que ce soit, par exemple, on a un gilet tie-dye délavé bleu, et puis c'est des fleurs avec le mot piou piou. Donc, pour moi, ça, c'est une espèce de briser les mythes avec le fait que les jeux rendent violents, la violence dans les jeux. Donc, le piou piou, ça représente le jeu. La fleur, ça représente la paix, l'amour, la douceur, et je l'ai mis dans un produit, dans un gilet. Et le but, c'est pour moi que chaque pièce est une réflexion de ce que je pense, soit des jeux, soit de la cybercitoyenneté, soit des choses qui me tiennent à cœur.
Donc, il y a plein de petits Easter eggs comme ça dans chacune des pièces et j'espère que vous allez aimer la collection. Donc, voilà. Et durant le temps des fêtes, je prends pour la première fois de ma vie 3 semaines. Wouhou! Mais je vais jouer à des jeux vidéo puis je vais streamer les 3 semaines. Donc, venez me voir sur ma chaîne YouTube. Oui, je fais des vidéos sur YouTube, mais sur Twitch. Donc, missharvey.tv. Et je vais streamer, j'espère, très souvent durant Noël. OK, super. J'ai hâte! Mon chum m'a donné mon cadeau de Noël avant Noël et puis il m'a fait un streaming station dans le salon. Comme ça, je vais pouvoir, oui, streamer dans le studio. Mais quand j'ai le goût de relaxer dans le salon en pyjama, je vais pouvoir streamer. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. C'est ça qui est le fun avec Twitch, c'est que tu peux prendre ça très, très relax. T'es là avec ton chocolat chaud, ta petite douillette. Ouais. Pis... J'ai vraiment hâte. Genre, honnêtement, là, je me peux plus. Tu comptes les dodos. Oui, ça fait tellement longtemps que je compte pas les dodos. D'habitude, là, quand j'ai des vacances qui arrivent, ça me stresse parce que je me dis, j'ai pas le temps de tout faire ce que j'ai à faire pour les vacances. Et là, c'est la première fois de ma vie où je compte vraiment les dodos, là. Je me dis, OK, parce que je l'ai tellement planifié pour la première fois cette année que on dirait que j'ai slow down toutes mes projets. Je me dis, OK, donc c'est la dernière semaine tout le monde cette semaine. Tu sais, je l'ai comme averti tout le monde. Donc, ça va bien. Ah, c'est ça. Tu t'es créé ton environnement. Fait que là, tu peux plus reculer, là. Exact. Tu t'en vas en vacances. Exact. Alors que les autres années, là, je vous dis l'année passée, juste pour vous donner un exemple, on était le 10 décembre et je savais que je voulais partir dans le sud le 13 décembre et ce n'était pas acheté encore. Donc, on n'était pas sûr à 100% qu'on partait le 13 décembre. Et puis là, 2 jours avant, on a dit, OK, on part là puis on achète. Puis, donc, c'est un peu comme ça, ma vie. Donc, c'est une première, en fait, durant les temps des fêtes. J'ai bien hâte. OK. Ben écoute, je te souhaite de bien en profiter puis d'arriver à lâcher prise aussi. Merci. Parce qu'il n'y aura pas de visite en famille. Parce que c'est ça qui stresse durant le temps des fêtes. C'est que là, faut que tu planifies le 24, le 25, puis là, tu sais, le 30, le 1. Mais là, il n'y a pas ça cette année. C'est vrai, hein, pour tous les gamers et gamers ben, tout le monde, au final. On dirait que c'est positif en ce moment parce que ça justifie qu'on va pouvoir gamer sans se sentir coupable. Je vais pouvoir littéralement gamer tout le temps. La vie de rêve. C'est comme mon retour au secondaire. C'est ça. Tu sais, durant Noël au secondaire, t'as tout fini les devoirs, puis t'as vraiment rien à faire pendant 2 semaines, là. T'as juste à vivre. Fait que c'est le retour au secondaire. Ah, c'est le fun, ça. Je pense que pour plusieurs, ça va être ça. Moi aussi, de mon côté aussi. Yeah! Je me suis pris 2 semaines. Yeah! je suis sûre que tout le monde... Tu sais, les boss, ils doivent dire, prenez-le 2 semaines, genre... Let's go, relax. Ouais, c'est ça, travail à la maison, là, prenez-le. Ouais. OK. Fait que, ben, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'entrevue. C'était vraiment le fun de te rencontrer, de discuter avec toi, d'en apprendre plus sur tout l'univers du jeu vidéo, autant en tant que c'est quoi en français? Développeuse? Ouais. Game designer, ouais. développeuse ouais. de jeux, autant qu'en tant que joueuse professionnelle. C'est vraiment intéressant de voir toi comment tu as vécu les choses, de voir aussi comment te développer cet intérêt-là et cette passion-là d'être ambassadrice puis de partager ton expérience pour justement sensibiliser. Je pense que c'est un peu la suite des choses aussi. À un moment donné, on atteint un état où est-ce qu'on dit « OK, là, je vais partager mes expériences pour faire en sorte que les futures générations passent mieux au travers aussi de tout ce que j'ai vécu, là. » Bien d'accord. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Donc, pour tous ceux qui nous ont écoutés, ben c'est sûr que je vous invite à, si c'est pas déjà fait, à liker la chaîne YouTube de Stéphanie Miss Harvey. Merci. Et également ben, le Twitch que tu as nommé tout à l'heure, mais que je vais tout mettre les liens en bas dans la vidéo, donc à suivre. Et également, bon ben je vous invite, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube de Ludipsy, de vous abonner pour plein d'autres nouveautés sur la série La place des femmes dans le domaine du jeu. Donc, merci encore. Puis, je souhaite à tous de passer une belle journée, une belle après-midi et une bonne soirée. Au revoir! Bye!